Bonjour à tous. Alors on va commencer. Donc je sais pas si on a mis un petit slide, voilà. Donc on va vous parler aujourd'hui de notre utilisation chez Doctolib de la solution Mindflow et comment on l'utilise notamment dans l'équipe sécurité pour automatiser tout ce qu'on peut automatiser petit à petit. Donc je suis Eric l'excellent, je suis en charge de deux domaines côté équipe sécurité, domaine plateforme et domaine corporate security. Et bonjour, je suis Fabrice Delost, donc j'ai créé Mindflow avec mon associé Paul Arthur il y a 2 ans. Et donc on fait une plateforme d'automatisation que Doctolib a mis en pratique sur des use cases qu'on va vous présenter. Donc juste un petit mot, quelques éléments de contexte sur Doctolib. Je pense que un certain nombre d'entre vous est utilisateur de Doctolib, mais vous ne savez peut-être pas que c'est un peu plus que ce que vous pouvez voir au quotidien. Donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2013, donc on vient de fêter les 10 ans, qui aujourd'hui propose des solutions dans 4 pays, donc France, Allemagne, Italie et Pays-Bas, et sur 4 produits. Donc vous connaissez très certainement la partie prise de rendez-vous et donc le pendant côté professionnel de santé qui est la gestion de leur agenda. Mais nous proposons également des solutions en fait, qui visent à pouvoir gérer toute leur activité, que ce soit gérer un cabinet médical, gérer les dossiers patients, gérer la facturation, des solutions aussi de messagerie instantanée entre professionnels de santé pour pouvoir échanger sur des dossiers patients et un certain nombre d'autres solutions pour les hôpitaux et autres professionnels. Donc c'est pour ça qu'on est quand même finalement, on n'est plus vraiment une start-up, on n'est même plus vraiment une scale-up, on est aujourd'hui 3000 personnes. Dans un contexte entreprise récente, donc on est full cloud, on s'appuie essentiellement sur énormément de solutions logicielles, software as a service. On en a quelque chose comme 300 aujourd'hui. On est une équipe sécurité qui est assez bien staffée, on peut pas trop se plaindre. On a une vingtaine de personnes dans trois grands domaines qui sont donc la sécurité produit, la sécurité corporate, donc des employés de Doctolib, la sécurité des plateformes cloud, et une équipe transversale qui est un peu une équipe virtuelle constituée d'un certain nombre de ces personnes qui s'occupent de la réponse incident. On appelle la Blue Team, donc que nous avons maintenant, notre SOC est totalement internalisé. Voilà, la main. Donc Mindflow, comme je le disais, c'est une start-up française. On a été créé en 2021. On est aujourd'hui proche de 35 personnes. On sera vraisemblablement une quarantaine de personnes à la fin de l'année. Et on construit une plateforme d'automatisation enterprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la cybersécurité, on construit un SOAR, Security Orchestration and Automation Response, une gamme de produits qui vont permettre à des analystes notamment de pouvoir automatiser leurs tâches répétitives qui chaque jour vont handicaper souvent leurs opérations en faisant beaucoup d'actions manuelles dans les différents outils. Alors, on va d'abord commencer par le paysage cyber en 2023. En 2023, le paysage cyber, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est à peu près le plan du salon aujourd'hui. C'est-à-dire que des outils, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc c'est assez effrayant. Parce que, évidemment, on a des experts dans chacune de ces gammes d'outils. Vous avez dans vos entreprises chacun une partie de ces outils, quelquefois la totalité. Et aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, parce que finalement, il y a beaucoup de tickets ouverts. On a un problème sécu, on ouvre un ticket, puis on espère que quelqu'un va le traiter dans les centaines d'outils que je viens de montrer. Je crois que la moyenne d'outils dans une grande entreprise, elle est assez effrayante. Je crois que ça se chiffre à plusieurs centaines d'outils au sens large, puisque en fait, effectivement, il y a les outils de cybersécurité, mais il y a les outils IT, les outils RH, il y a des outils évidemment de dev, etc. Donc comment on fait ? On va pas résoudre le problème avec des tickets. Ça, c'est à peu près certain aujourd'hui. Il y a dans les rapports, et vous pourrez regarder les références si vous voulez, je ne veux pas vous les afficher là, mais en fait, depuis 5 ans, l'un des premiers sujets en fait, dans la cybersécurité, c'est comment j'automatise ma cyber pour pouvoir soulager les analystes, notamment de leurs tâches ultra répétitives. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'experts, on a besoin d'experts, mais on a besoin surtout de les rendre efficaces. Donc l'automatisation, on va essayer de faire le point un petit peu dessus. Aujourd'hui, l'automatisation, en fait, on fait beaucoup de ClickOps dans les entreprises, c'est-à-dire des gens qui ont effectivement ces centaines d'outils et qui vont cliquer sur ces outils, sur ces dashboards, etc. Et la stratégie, finalement, c'est d'avoir des opérations automatisées. Et c'est ce que Doctolib est en train de mettre en place grâce à une plateforme d'automatisation comme Mindflow. Alors, aujourd'hui, si j'ai pas d'outils pour le faire. Spoiler, évidemment, Mindflow résout une partie de ce problème-là, mais qu'est-ce que vraiment, si on repart de la base, qu'est-ce qu'il me faut pour automatiser dans les entreprises aujourd'hui ? Alors, la première chose, historiquement, j'ai besoin de personnel qui va être en capacité de programmer, de coder, de développer.
d'écrire des scripts. Mais c'est souvent un peu naïf, il n'y a pas que ça, il faut que je connaisse tout l'environnement. Moi-même, je suis développeur, j'étais développeur pendant une vingtaine d'années. Le langage, c'est vraiment, quand on parle de no-code, derrière, il y a beaucoup de choses. L'environnement qui est autour, les modules, la plateforme, la CI/CD, tout ce processus-là qui va mener à la réalisation d'une automatisation d'entreprise avec une qualité industrielle, j'ai besoin de maîtriser son environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut demander à une équipe opération d'être spécialiste du développement, en plus de tout le bagage qu'elle doit avoir sur la cybersécurité? C'est difficile. Mais c'est pas tout. Donc évidemment, faut connaître toute cette myriade de langages et de plateformes. Donc je disais, c'est pas tout parce qu'en fait, c'est pas suffisant de savoir développer. Et souvent, la promesse des plateformes no-code, en particulier dans notre domaine du SOAR, en réalité, ne pas coder, c'est pas la fin de l'histoire. Il faut aussi connaître les API des produits, en fait. Il faut connaître tous ces outils, il faut maîtriser ces outils, mais il faut, si je veux automatiser à la main, comme un développeur, il faut que j'apprenne toutes ces API. Le problème, c'est que on revient à la picture initiale, c'est-à-dire que si je dois savoir toutes les API de ces outils, il faut connaître l'API du SIEM, de l'EDR, de la CTI, du CSPM. On adore les acronymes dans la cyber, c'est vraiment cool. Donc on peut même en inventer si on veut. On est à peu près sûr qu'on va tomber sur quelque chose. Mais voilà, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que si je suis développeur, en plus, il faut que j'apprenne tous les SDK de ces choses-là. Il faut que j'écrive des connecteurs. Et pour certains qui ont expérimenté ça, c'est effectivement, alors c'est passionnant comme métier de dev, mais en fait c'est très chronophage. Développer une intégration pour chacune de ces plateformes, ça prend beaucoup de temps. Et enfin, c'est pas tout. Et je suis bien placé pour le savoir, pour développer, parce que moi j'adore développer, mais effectivement, il y a beaucoup de développeurs. La suite de l'histoire, elle est un peu moins... c'est un peu la lune de miel, c'est le développement. Après, la suite de l'histoire, c'est qu'il faut maintenir et déployer sa stack. Est-ce que c'est le rôle d'une équipe opération de déployer sa stack aujourd'hui, de faire du setup de la stack ou de traiter les incidents? En fait, il y a beaucoup d'équipes opérations qui justement rament parce qu'elles ont beaucoup de choses à mettre en œuvre, que ce soit des équipes opérations cloud ou des équipes des SOC, etc. Il faut mettre et connaître toutes ces plateformes que vous voyez là et bien plus encore. Donc, imaginons, j'ai pas mal d'argent, je peux avoir des développeurs, je peux avoir des ops, je vais pouvoir commencer à faire ça, mais qu'est-ce que j'ai besoin en réalité? Donc sur le premier point, solution, je recrute des développeurs. Problème peut-être adressable. Sur le deuxième, si vous avez une idée pour le résoudre, parce que franchement, c'est pas facile. Je fais quoi? Je prends des gens qui font des puzzles. Je veux dire, vu le nombre d'outils qu'il y a, comment je peux résoudre ce problème en fait? Et le troisième, je prends des sysops ou des ops ou des DevOps. Enfin, on peut les appeler de divers noms d'oiseaux, mais effectivement, il faut que je puisse adresser ça. Le souci, c'est que ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de temps, et que en fait, en réalité, et moi j'étais avant mon expérience dans Mindflow dans une grande entreprise, il y a énormément de choses qui ne sont jamais automatisées parce qu'elles coûtent trop cher. Donc des idées d'automatisation, il y en a tous les jours dans les entreprises, mais en fait, la plupart du temps, on demande à une équipe combien ça va coûter. L'équipe dit ça va coûter 3 mois, donc on va pas la faire, on va faire autre chose. Et puis on continue à faire des tâches manuelles. Éventuellement, des fois, j'ai entendu, c'est assez anecdotique, mais on prend des stagiaires ou des alternants pour essayer de résoudre les problèmes. En fait, ça les résout pas. Je veux dire, voilà, on n'arrive pas à automatiser à l'échelle. Donc, c'est marrant, c'est un petit peu un pied de nez. Je suis un développeur, mais arrêtez de faire ça. Arrêtez d'écrire des scripts, quoi. Ça scale pas. Vous ne pourrez pas scaler dans la durée votre cybersécurité ou votre IT en écrivant des scripts comme ça. Tout simplement parce que c'est long à écrire, c'est long à comprendre. Et évidemment, quand les personnes partent des entreprises, partent avec une bonne partie de la connaissance de ça. Alors le no-code, qui est un joli buzzword que j'aime pas spécialement, mais qui représente en fait une mouvance de dire on va essayer de permettre à des gens quand même de concevoir et créer de la valeur sans avoir à écrire des lignes de code. Est-ce que c'est nouveau? En fait, c'est pas nouveau le no-code. Je veux dire, malheureusement, je suis suffisamment vieux pour le savoir. Mais en 87, donc j'étais un adolescent, il y avait Excel qui était là. Et Excel, c'est un magnifique no-code. Alors, l'automatisation en fait de processus, pareil, en une vingtaine d'années, j'en ai vu passer des solutions qui permettaient d'automatiser, des IBM Flowmark 1993. Donc effectivement, des choses visuelles, on en a vu dans différents domaines. Ceux qui connaissent le domaine du BPM, etc. Il y a eu pas mal de tentatives en fait, d'apporter des solutions pour automatiser. Entre 2000 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'outils d'automatisation. Alors c'est pareil, c'est la fête aux acronymes, dans différents domaines, que ce soit de la data, de la cyber, on va avoir des ETL, des API Gateway, de l'orchestration, du BPM, du RPA, etc., et du SOAR,
pour le milieu de la cybersécurité. Ce soir, bon, j'ai mis 2017, certains me disent que ça a apparu avant. En fait, c'est un acronyme, hein, donc pour Security Orchestration and Automation Response, mais c'est surtout une usine à gaz en fait. C'est-à-dire que si on regarde le marché du SOAR, et pour ceux qui l'expérimentent tous les jours, en réalité, malheureusement, ça ne crée pas autant de valeur que ce qu'on espérait. En fait. Parce que ces plateformes, elles sont de nouveau dédiées à des experts, et des experts de cet outil. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai dans une entreprise l'expert du SOAR qui va réaliser les automatisations pour les dizaines d'autres personnes. Bon, bah, ça ne scale pas en fait. Si on fait un nouvel expert, bah, on construit un nouveau développeur. Bon, il utilise un outil maintenant, mais en fait c'est pareil. On a un point de contention sur ça qui est énorme. Sans parler du fait que, on pourra en parler après, mais pas tous les SOAR sont capables d'intégrer tous les outils du marché. Donc ça a failé en fait jusqu'à maintenant, cette histoire. Pourquoi ? Déjà, ce que je disais, c'est fait, si on vraiment descend dans le détail, c'est fait pour les experts. Donc il y a souvent une expérience utilisateur qui est, on va dire, orientée cyber, c'est-à-dire des interfaces qui sont pas forcément super chouettes, qui sont pas à la hauteur de ce qu'on peut utiliser comme outil dans le monde du SaaS à côté de la cyber. Donc bon, chez Mindflow, on a porté une attention particulière sur cette expérience utilisateur parce qu'on pense que c'est vraiment la démocratisation aussi des environnements no-code, elle passe par là. C'est une collaboration contrainte en fait, parce que finalement on s'adresse à un expert, donc c'est un point de contention. Donc ça veut dire que la collaboration dans les silos, on ne va pas aller chercher l'expert du SOAR dans le SOC pour aller discuter avec l'IT. Ça va pas le faire. On va avoir des coûts prohibitifs, on va avoir des limites dans le nombre d'intégrations. Aujourd'hui, si je veux vraiment orchestrer tout l'écosystème, tous les outils, en fait, la solution, il faut qu'elle en orchestre des centaines et des centaines. Est-ce que je vais développer des connecteurs pour tous ces outils et les maintenir ? Ça ne scale pas. En fait. C'est inaccessible souvent pour la gouvernance. C'est-à-dire que bon, le pire, c'est le script Python, mais parfois les outils sont tellement compliqués que même au niveau des charts, des workflows, en fait, on n'arrive pas à lire exactement ce qui est fait. Donc c'est dommage parce que on a tous besoin de comprendre ce qui est fait dans des automatisations. Et donc ça va limiter en fait tout simplement la création de valeur dans l'automatisation. Ce qui fait que dans les très grandes entreprises, et ben finalement, petite caricature, on a les gens qui font les process et on a les gens qui les codent en fait. Et c'est deux types de personnes très différentes. Ils ont du mal à se comprendre parfois. Ils ont du mal à collaborer et du coup c'est hyper complexe en fait parce que on va toujours demander à quelqu'un d'automatiser, la personne ne va pas pouvoir automatiser complètement, la personne qui a défini le process elle n'est pas du tout en maîtrise de ce qui est fait ou pas et finalement on arrive dans des voies sans issue où on achète des outils qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont malheureusement qui prennent un peu la poussière. Alors qu'est-ce qui est nouveau en fait ? Ce qui est nouveau c'est que si on regarde les trois caractéristiques que j'ai listées précédemment, c'est qu'en fait il y a le no-code qui commence à arriver à maturité et le no-code en fait l'AI évidemment, spoiler, l'AI c'est une forme de no-code, c'est-à-dire que je vais pouvoir écrire en langage naturel dans des LLM de plus en plus des choses à automatiser qui vont être générées. Donc de manière générale, les 5 dernières années et avec l'avènement du no-code et maintenant de l'AI, on va réduire fortement la barrière à l'entrée à produire de l'automatisation, de l'orchestration sans écrire du code. Ça c'est le premier verrou qui saute. Le deuxième, il est super important, c'est la standardisation des API. Quand on baigne dans la tech comme moi, on voit des API de partout, mais en réalité, sur une dizaine d'années, il y a eu énormément d'orchestration possible des outils, parce qu'un outil aujourd'hui moderne sort avec une API. Et c'est ce qui rend les choses possibles, à condition qu'on soit capable de vraiment intégrer tout l'écosystème. Donc forcément, pas parce qu'on a des API qu'elles sont utilisées, et c'est pas parce qu'on a des API qu'on va être en capacité dans les équipes de connaître tous les détails d'une API. Néanmoins, ça permet de ne pas descendre dans des centaines et des centaines de SDK spécifiques, etc. Et enfin, le troisième, c'est le SaaS. En fait, ça permet de réduire la charge opérationnelle d'une équipe, d'avoir une plateforme dans laquelle on va pouvoir automatiser dès l'heure zéro, le jour zéro, on va pouvoir commencer à créer de la valeur à automatiser plutôt que faire du setup, aller installer un cluster Kubernetes, le scaler, écrire des scripts Python, les déployer, etc. quand ils ne sont pas exécutés sur les machines des opérateurs. Donc Mindflow, en fait, c'est ce qu'on résout, c'est ça. C'est une plateforme no-code qui permet d'automatiser et de sécuriser les opérations de sécurité d'IT. Et on le fait en mode no-code, en mode très visuel. Que vous soyez des experts ou des non-experts ici, vous arrivez à lire ce qui est fait à l'écran. Et c'est important de comprendre que c'est pas parce que c'est du no-code qu'on fait des choses ultra simples. On peut faire des automatisations vraiment complexes, mais on les rend plus simples. Et c'est fait pour évidemment des équipes qui vont mixer des experts et des non-experts. Et aujourd'hui, Mindflow, on a la prétention d'être la plateforme au monde qui est le plus connecté à l'écosystème. À titre d'exemple,
on orchestre tout Google, tout AWS, tout Azure, etc. Quand je dis ça, c'est pas du bullshit, hein, c'est quand on dit tout, c'est toutes les opérations. Donc un fournisseur comme Google ou AWS, c'est environ 300, 350 services, 15 000 opérations. Évidemment, vous n'avez pas besoin de toutes ces opérations, mais chaque entreprise va avoir des spécificités. Chaque entreprise va avoir besoin de ça. Et dans les plateformes d'automatisation qui sont aujourd'hui sur le marché, il y en a très peu, il n'y en a pas, par Mindflow bien sûr, qui permettent d'orchestrer toutes ces opérations. Voilà. Donc je vous invite à venir nous voir sur le stand 129 si vous voulez avoir une démo, et si on a un petit peu de temps, on fera une petite démo. Et je vais laisser la parole à Eric pour la partie Doctolib. Merci Fabrice. En même temps, je vais vous montrer qu'effectivement, ce que Fabrice vient de nous dire, c'est assez exact. Parce que j'avoue que j'étais moi-même pas vraiment convaincu par tout ça. Quand on a commencé effectivement à lancer les projets d'automatisation, et on en avait parlé déjà il y a 2 ans au sein de l'équipe, en se disant, bon, c'est vrai que les soirs sont à la mode et il faut donc qu'on se penche sur la question. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas réussi à trouver la solution qui nous convenait. Donc, juste pour vous donner un peu une idée d'où on vient un petit peu côté équipe sécurité, en fait, on s'est rendu compte, donc Doctolib a grossi très vite quand même, pour monter jusqu'à 3000 personnes. Moi, quand je suis arrivé il y a quasiment 3 ans, on était 1000, on est passé 3000 en 2 ans, 2 années additionnelles. On s'est rendu compte évidemment, tout en construisant l'équipe sécurité, qu'on n'allait pas pouvoir scaler l'équipe sécurité aussi vite que l'organisation, ça n'avait pas de sens. Donc on ne peut pas le faire, on ne peut pas trouver les ressources évidemment, et puis on ne souhaite même pas le faire, ça n'a pas de sens. Par ailleurs, nous sommes quand même une jeune entreprise, assez grosse maintenant, mais qui a quand même des process divers et variés, RH, IT, etc., qui sont, on va dire, perfectibles. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail manuel, il y a des incohérences, à mesure qu'on rajoute des outils, etc., qu'on en remplace avec des nouveaux, beaucoup de complexité que vous connaissez sans doute dans vos entreprises. Et par ailleurs, on a beaucoup d'outils, notamment de sécurité, qui arrivent avec beaucoup d'intégration native et de possibilités de notification. Mais le problème, c'est que chaque outil n'offre pas une expérience utilisateur au sens que ce soit l'équipe sécurité ou quelqu'un de Doctolib au sens large, qui est cohérente. Du coup, on revient à l'idée, effectivement, que si on rajoute un nouvel outil, ça va être encore un outil où il va falloir s'approprier la complexité, etc., etc. Donc, partant de cette situation, on s'est dit, on avait par ailleurs un certain nombre de besoins qui revenaient de manière récurrente, un petit peu connexes, on va dire, à notre activité sécurité, notamment parce qu'on passe pas mal de certifications, donc HDS, ISO 27001, C5 qui est une certification allemande très poussée, dont on vient de passer le type 1 là, cette année, on vient d'avoir le type 1 cette année, et qui arrivait avec classiquement avec des listes d'améliorations à faire. Il faut améliorer par exemple le processus de gestion des mouvements d'utilisateurs quand ils changent de département. Il y a des petites choses perfectibles. On avait le problématique notamment pour notre équipe Blue Team que effectivement on a mis en place beaucoup d'alertes en construisant cette équipe, mais comment on s'assure que toutes les alertes sont traitées en temps et en heure. Alors on pourrait tout mettre dans Jira et tout traiter dans Jira, mais clairement les ingénieurs ont dit directement hors de question qu'on travaille dans Jira avec 100 alertes par jour. On ne va pas se retrouver à gérer 100 tickets par jour dans une interface qui n'est pas adaptée à ce genre de situation. Et puis effectivement, c'est aussi dit que ça serait bien en termes d'équipe sécurité d'être un peu plus visible, de commencer, sachant que voilà, la sécurité est évidemment extrêmement importante au sein d'une entreprise comme Doctolib, et on voulait se rendre un peu visible auprès de l'utilisateur et pouvoir leur faire des messages de temps en temps. Donc typiquement, l'utilisateur fait une bêtise sur son ordinateur, l'antivirus va peut-être en arrière-plan totalement bloquer l'opération et l'utilisateur ne se rend même pas compte. On s'est dit que ça serait quand même sympa de lui dire tiens, il s'est passé quelque chose sur ton ordinateur, lui rappeler les bonnes pratiques de sécurité, puis peut-être lui dire d'ailleurs c'est peut-être un faux positif, donc si tu as besoin de nous, tu peux nous trouver ici. Donc rendre un peu la sécurité sympathique, du genre c'est pas juste on bloque quelque chose, mais on est là pour t'aider. Et donc avoir cette interaction sur certains événements, on trouvait ça intéressant. Donc voilà, donc on avait comme ça des petites idées qui arrivaient ici ou là, mais sans forcément trop de solutions pour l'implémenter de manière facile. Bien sûr, dans notre DR, il y a une possibilité de faire des webbooks et de faire des interconnexions, mais c'est très spécifique et ça peut être, on est limité potentiellement par l'outil. Et puis ça va être une interaction juste pour le DR, et puis après il va falloir faire pareil pour un autre outil qui va avoir une interface différente et qui va proposer une expérience différente à l'utilisateur. Donc voilà, donc on n'avait pas forcément de solution magique. Alors évidemment, ce que décrivait Fabrice, c'est on a essayé toutes les solutions possibles. En plus, on a de la chance, parce que je veux dire, dans mon équipe, dans l'équipe, par exemple, une de mes équipes, l'équipe plateforme, c'est des gens qui développent, c'est des gens qui savent se servir des API, c'est des gens qui font du SysOps. Donc on pourrait dire, très bien, on continue à le faire comme ça,
Sauf qu'en fait, on l'a vu sur des choses très simples, des petites notifications, par exemple, on souhaitait que notre calendrier, vous savez, d'on-call, on ait une notification dans Slack qui dise, bah tiens, c'est toi qui es aujourd'hui on-call, tiens, c'est toi qui est demain on-call. Ils ont parfaitement réussi à le mettre en place. C'était déployé dans un cluster Kubernetes, etc. Sauf qu'en fait, le truc tombe en panne régulièrement, donc c'est du travail pour les opérationnels, pour le remettre en marche, pour un truc qui est quand même assez stupide en termes de fonctionnalité. Donc même si les ingénieurs, effectivement, me disaient c'est formidable ce qu'on arrive à faire, moi je voyais quand même une certaine limite dans la maintenabilité, en se disant si demain c'est les personnes qui savent partent, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir des choses aussi simples que des petits outils de notification comme ça. Donc on a pensé évidemment au SOAR il y a 2 ans, on a fait la tournée de toutes les belles solutions du marché, on a fait un RFP, on a fait 2 ou 3 POC, pour finir par se rendre compte que c'était surtout des outils qui servaient à gérer des incidents dans une nouvelle interface, donc vraiment un outil de ticketing amélioré, un genre de Jira amélioré, mais qui n'était pas forcément on n'a pas été très convaincus par la facilité de mise en œuvre, puisqu'il a fallu quand même qu'on soit souvent accompagné par des ingénieurs experts de leur côté pour arriver à mettre en œuvre une simple notification Slack, ou ce que je vous décrivais juste avant. Donc peut-être qu'on n'est pas tombé comme il faut, mais du coup on n'a pas été convaincus sur le moment, donc on s'est dit ok, c'est pas la peine, on remet ce besoin plus tard. Puis comme je vous le disais, effectivement on a fait des développements sur la base de Python, Ruby, etc. Chaque ingénieur choisit sa technologie, chaque ingénieur choisit sa stack, et donc du coup c'est très difficile à maintenir. Donc on s'est un peu arrêté là, et en fait on a mis le besoin de côté jusqu'à temps en fait, qu'on tombe sur Mindflow lors du FIC, où vous veniez juste d'avoir, je pense, le prix de la start-up. Et là, j'ai accompagné de 2 ingénieurs de mon équipe, on est tombé sur la démo, et c'est vrai que là j'ai vu un peu de joie dans leur regard, en disant, ils avaient connu l'époque et tout ça, ils se sont dit, mais ça a l'air quand même beaucoup plus simple. Et donc on s'est dit, on va faire un test, et finalement on va relancer notre projet avec Mindflow. Et donc moi quand j'ai testé, mon proof of success justement, c'était de migrer un des scripts que j'ai fait en Python moi-même pour répondre à un besoin de compliance, donc un script qui tournait sur mon ordinateur, donc vraiment top génial, le truc totalement immaintenable, etc. Quand je n'étais pas là, du coup le truc ne fonctionnait pas. Et je me suis dit, Mindflow c'est un bon test pour voir si moi qui code mal et de très loin, j'arrive à du coup reprendre mon script qui faisait quand même quelque chose comme 200 lignes, et j'arrive à le mettre dans Mindflow et à relativement arriver à implémenter, voire à améliorer ce que j'avais fait. Et donc ça a fonctionné, hein, évidemment, puisque je suis là pour en parler. Et à ce moment-là, quand on a choisi de déployer Mindflow, justement, on a pris 2 décisions assez majeures en termes pour avoir une approche cohérente vis-à-vis de nos utilisateurs. C'est qu'on s'est dit, il y a un outil que tout le monde aime ou déteste le moins dans l'entreprise pour communiquer, c'est Slack. Slack sert à tout, Slack est intégré à beaucoup d'outils. Donc il faut qu'un ingénieur sécurité ou quelqu'un de Doctolib, quand il reçoit une info de la sécurité, que ce soit une alerte, etc., il puisse recevoir ça directement sur Slack, parce que comme ça, s'il n'est pas son poste de travail, il peut répondre, avec éventuellement des interactions, des choix, etc. Et puis, il faut aussi qu'on puisse garder trace de toutes ces interactions dans une base de données. Donc là, par exemple, grâce à une interaction très simple avec une base de données, de type Aurora chez Amazon, mais ça marche évidemment avec autre chose. Ce qui fait qu'à partir de là, on peut justement répondre aux besoins qui est de dire des besoins de compliance du genre je notifie le manager que l'utilisateur s'en va et il doit prendre certaines actions manuelles parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire de manière automatique. Et si au bout de 2 jours il ne m'a pas répondu, je le renotifie donc automatiquement, ce qui fait que je peux cocher aussi la case, au bout d'un moment, le manager a confirmé qu'il a bien pris toutes les opérations qu'il devait faire. Et donc, de manière générale, sur toutes les interactions, l'idée, c'est je peux vérifier que l'équipe Blue Team a bien traité toutes les alertes, et puis toutes les 4 heures, si ce n'est pas le cas, je lui renvoie la liste des alertes, et donc la personne en charge du traitement des alertes doit repasser sur ces alertes. Donc, en fait, de manière assez simple, en prenant ces deux choix, je dirais assez basiques en termes d'implémentation, on peut avoir une approche du coup cohérente de la manière dont on traite toutes les interactions avec les utilisateurs. Ce qui fait que maintenant, on a un petit robot là, Slack qui s'appelle DoctoSecurity, et puis il va du coup s'interfacer avec les managers quand il y a quelqu'un qui s'en va, mais il va aussi prévenir l'utilisateur s'il y a un problème d'antivirus. Donc les utilisateurs commencent à être habitués à avoir ce bot Slack envoyer des messages régulièrement. Donc on peut l'imaginer l'étendre à beaucoup d'autres cas d'usage. Donc là, je vais vous présenter rapidement 2 cas justement dont on parlait de manière très simple. Donc on voulait gérer nos alertes SIEM avec Slack, parce que Slack, comme je vous disais, est beaucoup plus simple d'utilisation pour nos ingénieurs qui sont notifiés en permanence. Donc juste un petit exemple de workflow, je ne vais évidemment pas le détailler, un truc très très simple.
C'est une partie du workflow, hein, c'est pas le workflow complet, mais voilà, l'idée c'est qu'on s'interface, on reçoit un webhook depuis Elastic qui est notre SIEM. Il y a de la transformation, donc là vous voyez les books, c'est un peu du if, then ou while si vous voulez en programmation. Ensuite, on va envoyer une alerte grâce à une interaction Slack. On va loguer du coup cette alerte dans notre base de données. Et puis bon, là, on fait des traitements d'erreurs comme vous pouvez le faire dans n'importe quel code. Et puis l'exemple, c'est du coup un utilisateur dans un des channels d'équipe, on reçoit une notification et la personne en charge va pouvoir traiter directement depuis Slack en choisissant une réponse qui va être enregistrée dans la base de données. En boucle retour. Et ce qu'adorent nos ingénieurs, c'est de pouvoir discuter sur l'incident directement dans Slack. C'est toute la puissance de Slack. Donc vous voyez les 11 conversations qui ont lieu, qui du coup traitent de l'incident jusqu'à temps que l'ingénieur décrète que c'est, je ne sais pas, par exemple, l'info positif. Donc quelque chose qui, si vous l'avez déjà fait dans Jira, est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas forcément notifié en temps réel qu'il y a un message, etc. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Donc là, en termes de confort d'utilisateur et d'efficacité du traitement pour l'équipe sécurité, c'est juste génial. Et un deuxième cas d'usage, c'est justement nos utilisateurs qui changent d'équipe. Et donc, avec ce script que j'avais fait rapidement pour répondre à un besoin de compliance, et je me suis dit, bon, c'est pas viable, et là, il faut le mettre dans Mindflow. Alors là, c'est quelque chose qui tient à peine dans l'écran et qui est encore partiel, parce que c'est quelque chose que j'ai enrichi, et donc c'est toute la puissance de l'automatisation, c'est qu'au début, j'ai commencé par juste transcrire mon script, puis après je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait l'enrichir en rajoutant des intégrations. Donc au début, en fait, ce que ça faisait simplement, c'était juste d'envoyer un message au manager de l'utilisateur en disant, votre utilisateur a changé d'équipe, il y a certaines choses qu'on peut pas faire de manière automatique, il faut le changer, il faut changer quelques permissions dans Jira, dans Slack, etc. Une petite documentation pour l'utilisateur, et puis après, je confirme que je l'ai fait, et puis tant que je confirme pas, tous les 2 jours, je vais recevoir un message en me disant, il faut confirmer. Et ensuite, en fait, là, on travaille, et ça, c'est aussi la beauté de l'automatisation, c'est au début, on commence petit, puis après, chaque semaine, on a des nouvelles idées. Et donc, maintenant, on s'est interfacé avec un SSPM, encore un acronyme, donc un outil qui nous donne un peu le statut de tous nos SaaS et des comptes utilisateurs créés dans les SaaS. Et donc, au moment où un utilisateur bouge, on va pouvoir vérifier dans le SSPM si un utilisateur a des comptes ou pas dans certains outils, et si ces comptes ont bien été changés. On peut vérifier, par exemple, on vérifie en temps réel, et puis on revérifie. J'ai une petite boucle d'attente tout en bas. Au bout de 2 jours, je revérifie pour vérifier que les outils... qu'en fait, c'est un peu un contrôle de compliance que tous les outils d'IAM ont bien fait leur travail. Et par exemple, quelqu'un qui était sales dans Salesforce, si du coup demain il n'est plus sales et il passe dans une autre fonction, il n'a plus besoin d'accès à Salesforce, qu'au bout de 2 jours, il n'a plus accès à Salesforce. Donc on peut intégrer de manière automatique tous les checks de compliance qui sont demandés sinon de manière... si je prends l'exemple de la certification allemande, ils nous disent il faut vérifier qu'au bout de 48 heures, un utilisateur privilégié n'a plus d'accès, et puis je dois revérifier tous les 6 mois que c'est toujours le cas, etc. etc. Donc tous ces trucs-là, l'idée c'est à l'aide de Mindflow, de la base de données qui stocke toutes les informations, des changements, etc., c'est d'avoir du coup quelque chose qui est totalement auditable, présentable à un auditeur, qui pour nous assure évidemment que la sécurité de nos process, que dans le cas d'un quelqu'un qui change d'équipe, tout est fait correctement. Donc c'était les 2 cas, on en a d'autres, on a aujourd'hui, pour conclure, ça fait seulement 6 mois finalement, 6 mois qu'on a signé le contrat avec Mindflow. On a 12 flows qui sont live, on va dire, qui ne sont pas juste en phase de test. On a 6 personnes dans l'équipe qui ont déjà développé un flow. Et donc là, c'est marrant parce que juste là, je regardais un peu les messages justement dans l'équipe et ils parlaient, on a beaucoup de requêtes en lien avec des utilisateurs qui demandent des informations sur leurs accès en lien avec RGPD. Et là, l'équipe a dit, il va falloir qu'on automatise ça là parce qu'on a eu trop de demandes et c'est un travail répétable. Donc maintenant, à force d'en parler, dans les équipes, ça devient le premier réflexe. Si je peux automatiser, je vais le faire, donc ça classique de développeur, et maintenant je vais le faire avec Mindflow, ce qui est un peu là où on commence à gagner. Je ne vais pas le faire avec un script maison. On s'intègre à une dizaine de nos outils, dont plein d'acronymes sympas, je ne les ai pas tous mis, et à chaque fois qu'on a un nouvel outil, on va s'appuyer sur une intégration existante. Et ce qui est bien, c'est vraiment de commencer petit, on enrichit chaque semaine, on a de nouvelles idées. L'avantage d'une interface comme ça, c'est dans Mindflow, c'est que j'ai une idée, je peux aller en 5 minutes
faire la modif, c'est live immédiatement. Si ça marche pas, je fais un rollback. Voilà, quoi, c'est très très simple. Et évidemment, la valeur principale, c'est que nos ingénieurs, dont le temps est précieux, et en plus, ils aiment faire des choses intéressantes, ce qui est bien normal. Ils passent beaucoup moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches ennuyantes. À force, mine de rien, on gagne tous 5 minutes, 10 minutes par jour, etc. À force, en plus de respecter beaucoup mieux notre compliance, on gagne un petit peu de temps et puis on fait des choses plus intéressantes. Avec un seul, je dirais, le point le plus critique, par contre, c'est vrai que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut développer, qui n'est pas forcément naturel. C'est vrai que nos ingénieurs, ils aiment bien automatiser, ils aiment bien développer, mais après, c'est vrai que ça prend souvent, ils le priorisent pas parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et c'est vrai que c'est vraiment un état d'esprit de se dire à chaque fois, est-ce que je peux l'automatiser ? Oui, ok, comment je peux le faire ? Parce que vraiment, on va voir la valeur ajoutée vient parce que au début, je suis parti d'un petit truc que j'ai peut-être mis pas mal de temps à automatiser, mais derrière, en fait, je vais rajouter graduellement plein d'intégrations et du coup, la valeur va exploser littéralement, quoi. Donc voilà. En termes de temps, est-ce que tu veux faire une petite démo ou... Je vais juste montrer très rapidement, oui, en 2 minutes. Après, on vous laissera nous poser toutes les questions que vous voulez, mais c'est bien d'avoir un peu de concret, je pense, après la présentation. Donc, voilà ce que peut faire Mindflow. Je vais prendre un exemple vraiment extrêmement simple. C'est l'histoire d'un analyste, par exemple de niveau 1, qui a une adresse IP suspicieuse à analyser. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ? S'il n'a pas d'outil, il va ouvrir un premier onglet, il va aller sur VirusTotal, il va copier-coller l'adresse IP qu'il veut scanner, il va récupérer le résultat, il va copier ça dans un ticket, c'est souvent pas très joli, et puis il va dire j'ai besoin de savoir où elle est localisée, donc il va ouvrir un autre outil comme IP Info, il va copier-coller l'adresse IP, puis il va récupérer le rapport, il va le mettre dans le ticket, puis il va faire un troisième, un quatrième, etc. Et en fait, c'est la fête aux onglets. Son navigateur, à la fin de la journée, il y a 60 onglets, comme tout le monde. Et en fait, il fait ça de façon répétée. Et puis, à un moment donné, il se dit, tiens, j'aimerais bien automatiser. Et puis, on tombe dans le travers de ce qu'on a expliqué précédemment, c'est-à-dire écriture de script, où est-ce que je le déploie, comment je l'opère, qui va le reprendre, etc. C'est le genre d'histoire qu'on peut automatiser en 5-10 minutes avec Mindflow. Pourquoi ? Parce que les choses que j'avais expliquées en préambule, on a fait sauter la capacité de développer. En fait, on a enlevé la nécessité de développer pour faire ça. Et étonnamment, sur les solutions du marché, même un exemple simple comme ça, des fois, c'est pas si facile à automatiser parce qu'il manque toujours une API. Il manque toujours un des connecteurs. Et c'est là où Mindflow, on a un avantage compétitif, on orchestre énormément d'API, j'y reviendrai dessus. Donc là, en fait, c'est un workflow qui est initialisé, qui est exécuté depuis Slack. Donc il fait exactement ce que je viens de décrire pour l'opérateur. Il va ouvrir quelque part les 3 onglets à sa place et donner le résultat sur Slack. Donc comment ça se passe ? Je vais aller sur Slack, je vais pouvoir taper une commande que j'ai préalablement enregistrée avec un webhook, donc ici, et puis je vais taper directement sur Slack mon adresse IP. Qu'est-ce qui va se passer ? Le flow va démarrer, en fait, et va répondre à l'opérateur sur Slack. Donc évidemment, on a gagné le temps d'ouverture des onglets, d'aller sur les sites, de copier-coller, etc., etc. Et donc une fois qu'il s'est exécuté, effectivement, il va obtenir directement la réponse sur Slack de l'analyse sur les différents outils de Threat Intel. Évidemment, vous avez compris, c'est le même principe pour la totalité des choses. Maintenant, la question importante, c'est combien de temps et quel effort j'ai à faire pour faire ça. Je vais vous le montrer sur cet exemple simple, en fait. Imaginons que je veuille refaire l'analyse IP de ce que je viens de faire sur VirusTotal. Je vais aller piocher dans une large librairie de connecteurs, et j'y reviendrai dessus, l'action de VirusTotal. Je vais rajouter une action qui s'appelle IPScan Report V3, qui, elle, va prendre en entrée une adresse IP. Donc là, je suis en mode no-code, je viens de rajouter l'opération. Je n'ai pas lu de doc d'API pour le faire, J'ai juste rajouté l'opération. Et puis là, je vois qu'effectivement, il y a une adresse IP to verify à rentrer ici. Simplement, je vais pouvoir dans Mindflow, à n'importe quel endroit, taper / pour insérer de la data. La data, là, c'est ce que j'ai tapé sur Slack. Donc, je vais taper / et je vais avoir la possibilité de naviguer dans les différentes étapes de mon workflow. Et en no-code, je vais pouvoir aller dans Slackbot. Évidemment, c'est Slack qui m'a invoqué il y a 1 minute. Et je vais pouvoir, comme ça, ouvrir les différentes datas qui ont été transmises par Slack à ce workflow. On voit tout de suite qu'il y a Fabrice, donc c'est mon prénom, et l'adresse IP qui est dans le texte, qui est juste à côté, et qui va permettre de dire à VirusTotal, ok, je te passe l'adresse IP qui est ici. Je vais évidemment avoir besoin d'un crédential que je vais initialiser ici, et je vais tout de suite pouvoir exécuter mon action sans avoir une connaissance fine de l'API et de l'outil en face. Je vais pouvoir exécuter cette action et voir ce que ça donne. Je vais pouvoir cliquer et je vais avoir un audit complet
sur la plateforme, qui ne serait pas le cas avec un script, un script auditable, contrôlable, etc. Et je vais pouvoir tout de suite aller dans les différentes données de VirusTotal et les exploiter pour pouvoir les insérer dans de nouveaux steps, par exemple la création d'un ticket, la création d'un email, etc. Et en fait, ce qui débloque la situation dans ce type de workflow, c'est la capacité à l'outil d'intégrer vraiment tout. Et donc je vais finir sur ça. Les intégrations. Donc on a un catalogue d'intégration qui est assez étonnant pour une start-up de 40 personnes parce que justement on a décidé de faire un orchestrateur et le meilleur orchestrateur du marché pour pouvoir automatiser vraiment les opérations en orchestrant les EDR, les SIEM, les ticketing, les outils de com, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir nous voir. Mais vous trouverez dans ce catalogue à peu près tout l'écosystème qu'on avait dans le joli schéma que j'ai envoyé au début, parce qu'on est capable justement de faire vraiment de l'intégration à l'échelle et de permettre à des entreprises comme Doctolib, chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui se présente à orchestrer, d'avoir la garantie que ça va être orchestré rapidement. On parle de quelques heures, quelques jours pour intégrer un nouveau vendeur. On ne parle pas de semaines de développement, comme ça peut se faire sur d'autres plateformes. Voilà, j'ai juste donné la surface. Maintenant, si vous avez des questions pour chacun de nous, avec plaisir. Est-ce qu'on peut à 40 personnes faire ça? Donc non, c'est notre savoir-faire en fait. On a pris le parti d'avoir une innovation sur cette partie-là qui nous permet de faire de l'intégration à l'échelle et de couvrir l'ensemble des vendeurs du marché. Donc c'est une vraie innovation qu'on porte dans Mindflow et c'est un vrai différenciateur par rapport au marché. Pour l'instant, on n'a pas connaissance de plateformes qui permettent d'automatiser tout Google, tout AWS, tout Azure et tout l'écosystème comme on le fait aujourd'hui dans Mindflow. Oui, pardon, deuxième question. Alors, je n'ai pas fait la démo pour éviter l'effet buzz, mais je pense que c'est sympa. On a de l'AI dans Mindflow qui permet de générer les workflows que vous venez de voir. Je vous suggère de venir voir la démo sur notre stand. On peut effectivement avoir des suggestions et en langage naturel taper et demander effectivement à générer un flow qui va s'occuper de l'agenda des assises. On aura quand même besoin encore d'experts pour pouvoir le fine-tuner, le vérifier, mais effectivement on peut faire gagner encore du temps avec la partie intelligence artificielle. D'accord. C'est noté. Il y avait une troisième question là-bas. Ouais, je vais laisser la parole à Eric sur le reporting, puisque tu utilises les analytics. Ouais, en fait, il y a un module, peut-être que tu peux, je sais pas si, alors, il y a un module d'analytics qui est assez bien fourni déjà, qui permet de voir effectivement toutes les exécutions, les erreurs, du coup les succès, etc. Je sais pas si c'est ce que vous entendiez par reporting ou... Et puis sinon, sur chaque flow, effectivement, on peut voir ce que montrait Fabrice, on peut voir les rapports d'exécution, le payload qui était reçu, éventuellement l'erreur, à quel endroit elle a eu lieu, etc. Ouais, c'est quelque chose qui s'est... On n'a pas, alors, comme Mindflow est très récent chez nous, de manière générale, et que nos derniers audits, on n'a pas eu derniers audits, on n'est pas rentré là-dedans. Je pense que ça sera plutôt l'année prochaine, quoi, on va pouvoir tester ça. On est une plateforme SaaS, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas attaquer des payloads on-premise. Donc on est capable d'aller attaquer des services on-prem avec différents niveaux de sécurité, etc. Mais aujourd'hui, Mindflow, c'est une plateforme SaaS. Alors sur les vendeurs modernes qui ont vraiment une démarche API, en fait vous n'avez même pas besoin de demander parce qu'en fait c'est toujours à jour. Donc on importe les vendeurs et les outils dans la plateforme très régulièrement. Oui. Alors on vous enlève pas l'expertise. Mindflow c'est pas un outil, c'est un outil magique et pas complètement magique non plus. C'est-à-dire que les outils par exemple sur AWS ou sur Azure, on va avoir besoin d'expertise, de gens qui connaissent particulièrement la plateforme pour pouvoir automatiser des processus dessus. Par contre, la barrière à l'entrée, elle va être vraiment littéralement réduite parce qu'on ne va pas leur demander de développer des lambda ou des cloud functions pour pouvoir opérer ces automatisations. Mais tout ce que vous voyez à l'écran, là, c'est l'exemple pour AWS. Donc, on a toute la gamme de services d'AWS qui est couverte par Mindflow. C'est le même principe, effectivement, que les outils cloud, donc la Moto 3 ou d'autres. En fait, tous ces outils utilisent des API, en fait. Voilà. Nous, on a fait une plateforme d'orchestration pour pouvoir lier ces outils entre eux. De façon, on a fait vraiment une plateforme pour des utilisateurs. Ce que vous avez vu dans la démo, c'est pas fait pour des techniciens de savoir s'il faut mettre des points-virgules à la fin des lignes ou des choses comme ça. On veut des utilisateurs qui puissent créer des automatisations facilitées, qui sont certes des experts de leurs outils, mais qui puissent rapidement automatiser. Ah oui, c'est que ça. En fait, on a donc dans les cas l'IAM, par exemple, c'est notre instance d'IAM qui nous envoie des webhooks quand il y a des événements. Et ensuite, du coup, donc on reçoit des centaines de webhooks. Et donc Mindflow
flow va analyser pour voir lequel correspond, enfin on a fait un flow qui permet d'analyser lequel correspond à quelqu'un qui change d'équipe versus quelqu'un qui part ou juste un autre type d'événement. Et pareil pour tout ce qui est notification de type SIEM, c'est notre SIEM qui envoie un webhook quand il y a un événement et ensuite là on l'enrichit et on notifie la bonne équipe, etc. quoi. Donc en fait on n'a quasiment aucun lancement manuel de notre côté. C'est 99% automatisé. Ouais. Oui, il y a une gestion des crédentials dans un Vault, évidemment. Toute plateforme d'automatisation, même un script Python a besoin d'un secret. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, il n'est pas en dur dans le code. Oui, on a des templates, en fait. Alors, on a 3 choses. On a déjà, premièrement, une équipe qui s'occupe dans des proof of value de déterminer quels sont les use cases appropriés. On a un catalogue de templates, je peux montrer rapidement, mais hop, voilà. Donc on a un catalogue de templates, SecOps, etc. en DevOps qu'on peut récupérer, s'approprier, personnaliser. Et enfin, on a l'AI qui va permettre de générer aussi des playbooks personnalisés. On peut littéralement, en langage naturel, taper « je veux mitiger sur GuardDuty tel EC2 », etc. Mindflow, c'est une plateforme qui est silotée, c'est-à-dire que Doctolib, nos autres clients, ne sont pas sur la même instance multi-tenant, évidemment, que tous. Donc on est un SaaS, mais on est un SaaS sécurisé. Voilà. Donc les datas restent séparées. Merci à tous. Ouais, merci beaucoup.